Monsieur Nicolas Bouzou. Merci Philippe d'avoir commencé ton intervention en parlant de croissance, parce que on a un peu baissé les bras par rapport à ça, pas seulement en France d'ailleurs, mais aussi en Europe. Pas dans tous les pays développés, mais en Europe, on a un peu baissé les bras par rapport à ça. Et moi, c'est de ça dont je veux vous parler. Moi, je veux vous parler de croissance, je veux vous parler de l'avenir, parce que c'est ça aussi qui doit nous intéresser. Et au fond, aujourd'hui, la profession des économistes, elle est coupée en deux, au niveau mondial. Elle est coupée en deux. Vous avez d'un côté ceux qu'on pourrait appeler les économistes de la longue stagnation, c'est-à-dire ceux qui pensent que l'horizon de la croissance économique, c'est zéro. Il n'y aura plus de croissance économique, en tout cas à un avenir envisageable d'ici 10-15 ans. Et ils ont des arguments assez forts pour ça. Ce sont des gens très compétents, donc il faut les prendre au sérieux. Leur argument principal consiste à dire qu'on est au bout du cycle de la première révolution industrielle. Fin du XVIIIe siècle, la machine à vapeur, et puis le milieu du XIXe siècle, le chemin de fer, et puis à la belle époque, l'automobile, les moteurs, l'électricité, etc. On est au bout de ça. Et vous savez que le principal contributeur à la croissance économique, c'est l'innovation, c'est le progrès technique, ce sont les gains de productivité. Vous avez deux façons de faire de la croissance économique, c'est mécanique. Soit vous accumulez des facteurs de production, vous avez plus de travail, par exemple parce que vous avez des migrations des campagnes vers les villes, vous avez plus de capital, par exemple, parce que beaucoup de pays délocalisent vers vous ou font venir des capitaux financiers vers vous. Bon, ça, c'est une façon de faire de la croissance. Mais quand on regarde les choses comptablement, les 2/3 de la croissance économique, c'est de la productivité, c'est du progrès technique. Donc si vous pensez qu'on est au bout des gains de productivité qui sont hérités de la première révolution industrielle, en effet, ça veut dire que vous considérez qu'on n'aura plus de croissance économique. Alors, cette école-là a d'autres arguments forts. Ce sont des gens qui pensent que le vieillissement de la population est un frein à la croissance économique. Pourquoi pas? J'en suis pas complètement persuadé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est recevable. Ce sont des gens qui pensent, et là, ils ont évidemment complètement raison, que les problèmes de dette publique pèsent sur la croissance économique. D'une façon ou d'une autre. En France, on a beaucoup augmenté les impôts. Dans d'autres pays, on a beaucoup diminué les dépenses publiques. Je pense que la France n'a pas choisi la meilleure stratégie, c'est sûr. Mais c'est quand même compliqué partout. De toute façon. C'est compliqué partout. Et partout, le fait de vouloir réduire les déficits publics assez rapidement, ça pèse au moins à court terme sur la croissance. Et puis, ce sont des gens qui nous expliquent aussi, ils ont raison, que le système financier n'a pas encore tout à fait récupéré de la crise de la fin des années 2000 et c'est un frein à la croissance. Ok. Sur ces derniers arguments, on peut être d'accord. Sur le premier, non. Moi, je crois le contraire. Moi, je crois qu'on est au début d'une immense vague d'innovation, peut-être la plus importante depuis la Renaissance, et donc qu'on est au début de gains de productivité potentiellement massifs. Potentiellement massifs. On n'est pas dans la mécanique, où ça tombe pas du ciel. La balle, en réalité, elle est dans votre camp. Mais c'est pas une profession de foi. C'est même pas de la prévision. Moi, je fais pas de prévision, je fais pas de prédiction, je fais pas de prospective, je sais pas faire ça. Mais je regarde ce qui est en train de se passer et je travaille dans un certain nombre de secteurs, notamment dans le secteur de la santé, dont je vous dirai quelques mots. Je vois bien qu'on est au début, mais d'une révolution technologique, économique et j'espère organisationnelle, à tous les étages. À tous les étages. Vous le voyez tous les jours, vous avez des exemples dans l'actualité. Les drones, les voitures sans chauffeur, la Google Car, qui circule depuis le mois de septembre en Californie. Elle circulait un petit peu dans le Nevada et dans le Maryland. Elle circule maintenant en Californie. En fait, on appelle ça la Google Car, c'est un abus de langage, parce que Google fournit le système informatique, en réalité. Ça, ce sont de véritables révolutions, avec d'ailleurs parfois des conséquences qu'on n'imaginait pas. C'est ça qui est amusant dans l'innovation, et c'est pour ça que ça relativise aussi l'intérêt de faire de la prospective, parce que les changements ne sont pas forcément là où on le voyait. Grand intérêt de la Google Car, c'est la sécurité. C'est ça, c'est qu'elle ne tue personne. Il y a eu un accident aux essais,
quand quelqu'un a mis les mains sur le volant. Grand débat chez Google pour savoir si on peut supprimer le volant et si on peut supprimer le frein, parce qu'on s'est dit il y a aussi peut-être quelqu'un qui pourrait freiner, donc présenterait un double danger. Donc le lobby qui est le plus intéressé dans la montée de la Google Car, c'est le lobby des cyclistes. Parce que c'est les cyclistes qui meurent des accidents de voiture en fait. D'accord ? Et vous savez que votre cou ne tourne pas à 360 degrés. Et donc vous avez un angle mort, donc quand vous tournez à droite, une fois sur deux, vous prenez un cycliste. La Google Car, elle ne fait pas ça. Elle ne fait pas ça. D'accord ? Mais vous avez même certaines personnes qui pensent, et je ne suis pas loin de penser ça, qu'à l'horizon de 15 ou 20 ans, la voiture avec chauffeur sera interdite. Pour des raisons de sécurité. D'accord ? Ça, c'est un débat. Au fond, toutes ces innovations, je prends quelques exemples, je prendrai d'autres tout à l'heure, mais c'est ce que les anglo-saxons appellent les NBIC, les NBIC. N pour nano, B pour bio, nanotechnologie, biotechnologie, le I pour information, informatique, et le C pour cognitivity, intelligence artificielle. Et ce sont bien des révolutions industrielles. Une révolution industrielle, ce n'est pas un terme comme ça. Ce n'est pas une innovation comme ça. D'accord ? Une révolution industrielle, c'est l'émergence de ce que l'on appelle des technologies à large spectre. Les anglo-saxons appellent ça des General Purpose Technologies. C'est-à-dire des technologies qui vont avoir un impact non pas seulement dans un secteur, celui qui les a vu naître, mais qui vont transformer l'ensemble de l'économie. La voiture en était, l'électricité en était, la machine à vapeur. Bien évidemment, dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, en était. Internet, évidemment, en est. Les nanotechnologies en sont. Au printemps, pour les sportifs comme moi, vous pourrez enfin trouver chez Decathlon un t-shirt avec des nanocapteurs qui prendra votre cœur, votre pouls, qui vous géolocalisera, qui vous dira la vitesse à laquelle vous allez, et tout ça sera affiché sur votre smartphone. C'est des nanotechnologies. Vous en avez déjà, hein, vous avez des t-shirts anti-transpirants qui absorbent la transpiration et les mauvaises odeurs. Donc vous voyez que les applications ne sont pas uniquement dans le secteur de la chimie. Ça va au-delà de ça. Biotechnologie, le B, c'est là où on a le plus de changements en ce moment. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques mois, le Times Magazine avait titré Can Google solve death ? Est-ce que Google va venir au bout de la mort ? Google a créé une entreprise de biotechnologie qui s'appelle Calico, qui est une très grande entreprise, dont l'objectif est de faire progresser l'espérance de vie de 30 ans à peu près d'ici 2 à 3 décennies. Et on va y arriver. Moi je vous dis, je travaille dans ce secteur, je vois tous les jours arriver des innovations, à la fois dans le domaine de la prévention, ce qu'on appelle la génétique. La génétique, c'est l'espèce de programme informatique qui code tout un tas de vos caractéristiques. Est-ce que vous êtes grand, est-ce que vous êtes petit, la couleur de vos yeux, la couleur de votre peau, est-ce que vous serez chauve prématurément, etc. Et puis, ça code aussi un certain nombre de prédispositions à des maladies que vous pouvez avoir. On ne sait pas encore parfaitement l'interpréter. On sait complètement le lire, d'accord ? Mais on ne sait pas encore parfaitement l'interpréter. Mais le coût d'un séquençage complet du génome, d'un génome humain, il était de plusieurs milliards de dollars il y a 10 ans. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 99 $. Donc, ça chute à la verticale. Donc, c'est une révolution industrielle majeure qui va avoir des conséquences, par exemple, dans le secteur de la santé, ça c'est absolument évident, mais aussi dans le secteur de l'assurance. Par exemple, la biologie moléculaire, qui permet de régénérer des cellules. Parfois, à partir d'une cellule, vous savez, on sait désormais prendre une cellule de peau, par exemple, on revient à la cellule souche et on fait une cellule de foie. Vous avez des startups qui commencent à fabriquer du foie fabriqué à partir de cellules souches. Le plus gros problème pour Carmat, cette entreprise française extraordinaire qui vend des cœurs artificiels, ça n'est pas d'obtenir des autorisations ou de vendre son cœur artificiel. Le principal concurrent de Carmat, c'est le vrai cœur fabriqué à partir de cellules souches dans quelques années. C'est ça le sujet. Donc, ça va très vite. Des problématiques qui étaient des problématiques techniques deviennent des problématiques économiques. Nous avons le médicament contre l'hépatite C, qui
qui est une maladie antipathique. Nous avons le médicament contre l'hépatite C. Alors on ne peut pas le payer. Hein. Pas encore. Parce que l'assurance maladie me dit, attendez, moi je rembourse les rhumes, les gastros, je ne peux pas aussi faire l'hépatite C. Hein. Chacun ses priorités. Hein. D'accord ? On ne peut pas tout faire. Hein. Tout ne va pas rentrer dans l'ONDAM. Ça, c'est sûr. Mais ce que l'on voit avec l'hépatite C, on va le voir avec beaucoup d'autres pathologies ces prochaines années. Bon, il y en a une autre. Hein. Tiens, Sanofi est en train de sortir le vaccin contre le zona. L'assurance maladie dit, attendez, le zona, c'est désagréable, mais enfin, c'est pas à moi de financer ça. Donc ce sont les complémentaires santé qui vont financer l'éradication du zona dans le monde. C'est un nouveau modèle. Hein. D'accord ? Donc vous voyez que les problématiques deviennent économiques. Moi, je travaille sur l'oncologie. Dans l'oncologie, on va rendre les cancers chroniques, on commence à les rendre chroniques. La problématique va devenir économique. Le I de NBIC, le I. Alors l'information, l'informatique, c'est très banal, évidemment, on en parle depuis longtemps à juste titre. Comprenez bien quelque chose de très important. Comprenez bien quelque chose de très important. C'est que les progrès dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'information, sont basés sur la loi de Moore, ce que l'on appelle la loi de Moore. Gordon Moore était le président d'Intel il y a longtemps, dans les années 70, et puis il avait souligné le fait que la puissance des microprocesseurs doublait tous les 12 mois. Alors en fait, il s'était trompé, c'est pas tous les 12 mois, c'est tous les 18 mois. Mais peu importe, ça ne change pas grand-chose aux évolutions. Nous sommes sur des évolutions qui restent exponentielles. C'est ça le sujet. Vous connaissez l'histoire de la création du jeu d'échecs ? Je vous la raconte alors. 3000 ans avant notre ère à peu près, je crois. Je crois que c'était en Inde, à vérifier. Bon. Si ça conçoit pour son calife un jeu d'échecs. C'est vrai que c'était astucieux, ça fait des millénaires et on y joue encore, donc c'était vraiment un jeu très, très astucieux. Et son calife lui dit, je vais te récompenser. 1 pièce d'or sur chaque case. 64 cases, ça fait 64 pièces d'or. Et si ça lui dit, non, moi je ne m'intéresse pas à l'argent, je m'intéresse à l'agriculture, je voudrais 1 grain de riz sur la première case, 2 grains de riz sur la deuxième case, 4 grains de riz sur la troisième case, 8 grains de riz sur la cinquième case, etc., etc., etc. C'est la logique de la loi de Moore. Sur la 64e case, vous avez 10 siècles de production mondiale de riz. Il a été décapité. Normal. C'est ça la logique de la loi de Moore. D'accord ? Aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième partie de l'échiquier. C'est-à-dire que chaque année, les gains technologiques que nous réalisons dans les domaines de l'informatique, par exemple, sont des gains absolument colossaux, qui se répercutent sur le N de nanotechnologie, qui se répercutent sur le B de biologie, qui se répercutent sur le C, l'intelligence artificielle. Tiens, je parlais du Times Magazine tout à l'heure. Vous voyez qui est Stephen Hopkins, ce physicien qui a la maladie de Charcot, qui est handicapé. Stephen Hopkins a publié un article dans le Times Magazine il y a quelques mois, qui expliquait, cet article est passé inaperçu. Cet article expliquait que l'intelligence artificielle était sans doute l'innovation, parce qu'on commence à en voir des applications, l'innovation la plus extraordinaire depuis que l'homme est homme. Malheureusement, ce sera la dernière. Ce sera la dernière, puisque dans 2 ou 3 ans, l'intelligence artificielle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intelligente que l'intelligence humaine. Et donc, il y a une chance sur 2, du point de vue probabiliste, pour qu'elle se retourne contre nous. Et comme elle est plus forte que nous, nous ne serons plus. Voilà. Alors, il y a un grand débat dans la Silicon Valley là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que ça ne nous amuse pas quand même. Là, nous, on en rigole, mais enfin, le jour où ça va se poser, ça va moins nous faire rire, quoi. Bon. Alors, certes, vous avez tout un tas de... Vous avez des comités éthiques qui se réunissent et qui parlent très, très sérieusement de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Alors, certains vous disent, c'est simple, l'intelligence artificielle, elle fonctionne encore sur l'électricité, quoi. Donc, il suffit de couper l'électricité et puis... voilà. Ah oui, mais alors, vous répondent certains philosophes. Des gens très sérieux, Si l'intelligence artificielle est plus intelligente que nous, peut-être elle est capable de développer une certaine forme de créativité, voire une certaine forme de sentiment. Vous avez vu le film Her de Spike Jonze, où le héros du film tombe amoureux d'une intelligence, tombe amoureux de son ordinateur. Et c'est très bien rendu. Alors, la voix de l'ordinateur, c'est Scarlett Johansson qui l'a fait. Donc, évidemment,
Oui, mais ce sera le cas. On ne va pas donner à n'importe qui la voix d'un ordinateur ces prochaines années, si vous voulez. J'espère pas. Donc, bon. Alors, si vous le débranchez, c'est un génocide, disent certains. Donc, on peut pas. Alors, vous voyez, on est un peu éloigné du débat sur le travail le dimanche. D'accord? Mais c'est pour vous faire prendre conscience du fait que notre représentation de l'économie et de la croissance n'est pas la représentation de tout le monde. Et c'est pas du French bashing, parce que dans d'autres pays européens, on a aussi une représentation un peu régressive de l'économie, y compris dans des pays qui vont bien. Prenez la Suisse. Moi, j'adore la Suisse, parce que vous savez que la Suisse, c'est le pays des votations. Donc c'est génial, ils font des votations sur tout. Alors vraiment sur tout. Hein. J'aimerais bien qu'il y ait plus de référendums en France, mais là, ils en font une en ce moment sur où doit être localisé le stock d'or suisse. Je vous promets, hein. Les gens, ils vont voter pour ça. Bon. Alors, j'ai pas d'idée, mais ils en font une autre, une votation qui s'appelle Ecopop. Donc c'est suisse, hein. Plein emploi, hein. Les salaires qui augmentent, excédent budgétaire et tout. Hein. Enfin, je veux dire, donc ça va. Globalement, c'est vraiment un pays qui est dans une situation extrêmement prospère. Votation Ecopop. Il faut arrêter la croissance, parce qu'on construit beaucoup trop de logements, parce que la Suisse est détruite, parce que l'agriculture suisse n'est plus ce qu'elle était. Et donc, comment faire de la décroissance? Le plus simple pour faire de la décroissance, c'est de diminuer la population. Bon, alors je sais qu'on pratique le suicide assisté en Suisse, mais ça reste quand même encadré et exceptionnel. Et donc, l'idée de la votation Ecopop, c'est de dire la façon la plus simple de diminuer la population en Suisse, c'est d'arrêter l'immigration. Voilà. Donc ça, vous voyez que c'est un débat qui se pose dans un pays qui va bien, mais qui a une sorte de crainte par rapport au progrès. Donc vous voyez, en France, on a cette crainte très forte par rapport au progrès, par rapport à toutes ces nouveautés. Quand on parle en France de révolution thérapeutique, on parle de transhumanisme, on parle de... ils devraient être contents. Enfin, en principe, Google nous dit on va peut-être gagner beaucoup d'espérance de vie ces prochaines années. Donc moi, je trouve ça bien. Enfin, moi, ça me va. Mais alors, c'est vrai que beaucoup de gens, ça leur fait peur. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Pour une raison économique, d'ailleurs, justifiée. Parce que vous savez, l'innovation, on en parle partout. Hein. Tout le monde parle d'innovation. Alors, tous les gouvernements disent on met le paquet sur l'innovation, on fait des crédits impôt recherche partout dans le monde. Toutes les collectivités locales, tous les territoires disent on veut devenir des territoires d'innovation. Hein. Toutes les entreprises, et voilà, moi je mise sur l'innovation. Tout le monde fait de l'innovation, c'est très bien. Sauf que l'innovation, et là je renvoie à notre maître à tous, Schumpeter, première partie du XXe siècle, l'innovation c'est un mécanisme certes de création, certes de nouveauté, mais aussi de destruction. Parce que la nouveauté détruit le passé. L'iPhone 6 détruit l'iPhone 5. Une fois que l'iPhone 6 est sorti, la valeur de l'iPhone 5 tombe à zéro, quasiment à zéro. Donc vous êtes bien dans un mécanisme, un processus de destruction créatrice. Alors, l'innovation, ce n'est pas seulement des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles façons de soigner, des nouvelles façons de faire du commerce, qui viennent comme ça. Ce sont de nouveaux produits qui en remplacent d'anciens, de nouveaux services qui en remplacent d'anciens, de nouvelles façons de faire du commerce qui en remplacent d'anciennes, etc. Toute la difficulté est dans cette idée de remplacement. Et pour avoir la nouveauté, il faut accepter de laisser l'ancien. Très compliqué, évidemment, pour des pays qui sont attachés à leur passé. Alors vous pourriez vous dire, oui, mais nous, on est des gens d'entreprise, donc on est tourné vers l'avenir, etc. Oui, sauf que, ce que Schumpeter dit aussi, et c'est ça votre sujet, c'est que produits remplacent les produits, des services remplacent des services, ça veut dire aussi bien souvent que des entreprises, de nouvelles entreprises, remplacent d'anciennes entreprises. Et c'est ça votre sujet à vous, ces 10 ou ces 15 prochaines années. Vous traumatisez pas trop avec les questions de récession ou de déflation. On parle beaucoup de déflation en ce moment. La déflation, laissez ça aux macroéconomistes comme moi. Déjà, moi, ça m'intéresse pas trop. Alors j'imagine vous, quoi. Enfin, je veux dire, investissez pas trop de ressources cognitives dans l'étude de la déflation, franchement. Il y a peut-être une déflation en Europe, c'est peut-être un problème, on n'en est pas sûr. Le 19e siècle a été déflationniste, je crois que ça dépend de quelles sont les causes réelles de la déflation, c'est très difficile à mesurer, mais de toute façon, c'est pas très opérationnel pour vous. Ou alors si c'est opérationnel dans le mauvais sens, parce que si vous vous dites les prix vont baisser, je dis n'importe quoi, de 1% par an, et donc moi, pour que je gagne des parts de marché, il faut que je baisse mes prix de 2% par an, et donc il faut que je baisse mes coûts de 4% par an, au bout de 10 ans, vous allez en avoir marre. Hein.
Donc je déconseille cette stratégie qui en réalité fait un peu écho à ce que tu as dit sur les relations entre le prix et la qualité. Donc ce que dit Schumpeter en 1942, alors ça vous devez l'apprendre par cœur, hein, le nouveau ne naît pas de l'ancien, mais le nouveau naît à côté de l'ancien et lui fait concurrence jusqu'à le tuer. Vous avez noté? Le nouveau ne naît pas de l'ancien, mais le nouveau naît à côté de l'ancien et lui fait concurrence jusqu'à le tuer. Et vous, votre défi ces 10 prochaines années, c'est de faire mentir ça. Voilà. C'est de montrer qu'une organisation, qu'une entreprise qui préexiste à un nouveau cycle économique, eh bien que cette entreprise, elle peut se transformer. On dit souvent s'adapter, ouais, mais je préfère l'idée de réinvention, parce que l'adaptation, c'est quelque chose de très passif. C'est une notion darwinienne. Les espèces s'adaptent, les espèces qui survivent sont celles qui s'adaptent à l'environnement. Mais là encore, c'est pas très opérationnel pour vous, parce que si elles ne s'adaptent pas, elles disparaissent. Mais vous ne voulez pas disparaître. Ben, je pense. Donc, l'idée intéressante, c'est plutôt l'idée de réinvention. L'idée, c'est plutôt de se dire, j'ai plein de choses, j'ai du capital humain, j'ai du capital physique, j'ai du capital financier, et qu'est-ce que je fais avec ça qui corresponde à ce nouveau cycle schumpeterien, sachant que dans 15 ans, l'économie de dans 15 ans, elle ne ressemblera pas du tout à l'économie d'aujourd'hui. Il y aura beaucoup de choses nouvelles, mais il y aura énormément de choses qui auront disparu. C'est comme l'avant-Renaissance et l'après-Renaissance. Oh, ça me fait penser à quelque chose. Vous savez quand a été inventé le terme Renaissance? Au 19e siècle. Hein. C'est schumpeterien. Quand ça se passe, les gens ne voient que la destruction. Au moment de la Renaissance, personne ne parle de Renaissance. Au moment de la belle époque, on ne parle pas de belle époque. Et au moment des 30 Glorieuses, ça c'est plus facile à comprendre, il a fallu 30 ans pour qu'on en parle. Mais c'est pareil. D'accord? Donc aujourd'hui, on se dit, c'est terrible, il y a des destructions d'activités, etc. Bien sûr, et il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas en France, et il y a des destructions d'activités pour de mauvaises raisons, que vous connaissez par cœur, bien évidemment. Mais vous avez aussi une partie de l'activité qui est sacrifiée en quelque sorte sur l'autel schumpeterien. De la même façon, moi je dis toujours, mettez-vous, alors pardonnez-moi, je prends toujours cet exemple parce que je n'ai pas trouvé mieux. Vous mettez à la place d'un fabricant de chandelles, 1895, vous êtes fabricant de chandelles, vous voyez arriver les fabricants d'ampoules électriques. Alors vous avez 3 façons de faire. Et je vous conseille d'aller directement à la 3e, mais pour le plaisir de la discussion, je vais quand même évoquer les 2 premières. La première façon de réagir, c'est freudien, c'est le refoulement. Vous refoulez. Dites ça ne marchera pas. Et vous pouvez toujours convoquer de très bonnes raisons. Vous pouvez tout à fait dire, je suis opticien, mais que quelqu'un qui vient des sites de rencontres sur Internet se mette dans l'optique, ça ne peut pas marcher parce qu'il vient des sites de rencontres et il ne vient pas de l'optique. J'inverserais le raisonnement si j'étais vous. Je dirais, je pense que ça va marcher parce qu'il ne vient pas de l'optique. Et s'il veut recruter des opticiens, comme il est très riche, il va recruter les meilleurs en plus. Donc je ne pense pas que ce soit un argument extrêmement valable. Vous pouvez penser qu'il va échouer, mais pas pour cette raison-là. Parce que dans les périodes de mutation économique, les logiques de filière, les logiques sectorielles, elles sautent. Google est l'un des plus gros investisseurs dans le monde dans le domaine de la santé. Les constructeurs automobiles sont challengés par Tesla, qui vient des solutions de paiement. D'accord ? Et ça n'est ni PSA ni Renault qui a inventé la voiture électrique avec pilote automatique. Voilà. Donc, attention. Alors en plus, si vous avez lu Freud, vous savez que quand vous refoulez, vous devenez schizophrène, violent, vous tapez votre conjoint et tout. Donc, en plus, hautement déconseillé sur le plan personnel. Alors, deuxième comportement, plus indiqué en France, vous allez voir le gouvernement et vous lui dites on a déjà du chômage en France. Et en plus, on a les fabricants d'ampoules qui arrivent et qui détruisent des emplois dans le secteur de la chandelle. Et donc, évidemment, il faut qu'on se protège, parce que sinon, on va accélérer. Et la courbe du chômage ne se retournera jamais, quoi. Donc, il faut interdire ça. Alors, ça marche souvent, hein, en France. Mais je déconseille néanmoins, parce que je comprends l'argument intellectuel qui est derrière ça, qui consiste à dire on va aller chercher une rente
Parce que, alors ça c'est facile à obtenir, aller chercher une rente. Le Parlement a voté à l'unanimité une loi anti-Amazon. Donc, alors les lois votées à l'unanimité, c'est pire en général, parce que déjà, celles qui ne sont pas votées à l'unanimité déjà sont souvent douteuses, mais c'est proportionnel. Donc, loi anti-Amazon, interdiction de cumuler les moins de 5% permis par la loi sur le prix unique du livre avec la gratuité sur les frais de port. On a entendu, le rire de Seattle, on l'a entendu jusqu'ici. Ils ont mis les frais de port à 1 centime. Voilà. C'est réglé. Bon, donc, alors, vous avez quand même un argument qui serait de dire, mais ça va nous donner du temps pour nous adapter. On va utiliser cette rente, on va réinvestir cette rente dans l'adaptation pour vraiment investir et transformer nos chandelles en ampoules électriques. C'est pas facile, c'est pas la même technologie. C'est ce qu'on appelle une dépendance de sentier. Même si vous investissez beaucoup d'argent, il vaut mieux directement aller dans la technologie de l'ampoule. Ça peut être séduisant intellectuellement. Bon, ça se passe dans 0% des cas dans la vraie vie réelle, quand même. Les rentes sont toujours mal utilisées. Alors, vous pouvez aussi invoquer le principe de précaution. Non, regardez, l'ampoule, c'est super dangereux. Regardez ce qui arrive à Claude François, par exemple. Alors, le feu n'est pas très dangereux, mais l'ampoule, voilà. Donc, vous pouvez opter. On a fait ça avec le bisphénol A. Donc, bisphénol A, a priori, qui est un truc qui est dangereux si vous mangez l'intégralité du biberon. C'est vrai, c'est un isolant, Donc, mais il ne faut pas le faire, quoi. C'est bien, Coca, voilà, si vous mangez la canette, si vous ingérez la canette, bon, voilà. Mais, pas beaucoup de gens qui avaient pensé à faire ça. Donc, ça peut marcher. Alors, je conseille plutôt de vous dire, voilà, je suis dans les chandelles, qu'est-ce que je peux faire qui soit peut-être un peu différent de l'éclairage ? Est-ce que je ne peux pas aller dans la décoration ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres usages ? J'ai été très bluffé par une entreprise. Alors, je ne suis pas fumeur, je suis buveur. Mais j'ai été très intéressé par une entreprise que vous connaissez qui s'appelle Zippo. Alors, Zippo, évidemment, un énorme problème. Donc, vous vous souvenez de Zippo, Gainsbourg qui brûle. Vous vous souvenez de ça, magnifique briquet. Bon. Et alors, évidemment, Zippo a un énorme problème. C'est que la consommation de tabac, bien évidemment, diminue sur tous les gros marchés, diminue dans tous les pays développés. Alors, Zippo, ils sont schumpeteriens. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce briquet, quoi ? On a un briquet, si les gens fument plus. Alors, ils se sont dit, il y a tout un univers autour de la flamme, bien évidemment, l'univers du barbecue, du feu de cheminée. Mais, donc, c'est très bien, mais ça ne va pas compenser, si vous voulez. Alors, ils se sont dit, mais au fond, mais qu'est-ce qu'il y a de plus proche d'un briquet, qu'un flacon de parfum ? C'est le même contenant, et à l'intérieur, vous avez quasiment la même chose. Non, mais c'est vrai. Et allez voir sur le site de Zippo, ils vendent le parfum Zippo. Voilà, vous rajoutez des arômes, grosso modo. Et par contre, vous bénéficiez de la marque, qui est une marque très haut de gamme, pour le coup, et qui a une image en termes de qualité, justement, qui est très importante. Alors c'est quand même extraordinaire pour une entreprise, parce qu'évidemment, tout le monde me dit « Ah oui, mais les gens ne veulent pas changer, etc. » Quand on est dans une entreprise, on a du mal à manager les équipes. Mais c'est pas vrai. Mais rien ne le montre. Alors bien sûr qu'on nourrit tous une aversion naturelle au changement. Bien évidemment, ça c'est vrai. Mais c'est quand même une renaissance pour une entreprise. C'est quand même plus amusant de diriger une entreprise dans ce type de circonstances que diriger une entreprise dans les années 70 où les marchés étaient peut-être plus prévisibles qu'aujourd'hui. C'est aussi une occasion de remobiliser les équipes. Alors bien évidemment, avec ce discours, on ne peut pas embarquer tout le monde. Ça c'est sûr. Vous avez une partie d'ailleurs de la société, en règle générale, qui est un peu larguée. Et il faut s'occuper d'eux. Bien évidemment, il faut les convaincre, il faut les former. Il y a des questions de solidarité derrière qui se posent. Parce que vous n'allez pas embarquer toute la société dans les NBIC. Mais partout, dans tous les secteurs de l'économie, vous pouvez embarquer des gens dans les NBIC, y compris dans des endroits qui sont très rigides. Je vais vous prendre 2 exemples. L'hôpital. Dans l'hôpital, vous pouvez embarquer des gens complètement dans ces nouvelles technologies. Au Danemark, 75% maintenant des interventions se fait en ambulatoire. Nous, on est à 35%. Pourquoi on est à 35% ? Parce que quand vous faites de l'ambulatoire qui est permis techniquement, les conditions de sécurité sont absolument optimales. Donc l'ambulatoire, c'est vous rentrez chez vous le soir. Pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'on a des lits, on a une surcapacité en termes de lits. Et donc, il faut faire de l'hébergement. Bon. Alors en fait, c'est pas les lits, parce qu'on dit toujours c'est les lits qui posent problème. C'est pas vrai. C'est pas les lits qui posent problème. Les lits, vous pouvez les jeter, ils ne disent rien. Et ce qui pose problème, c'est les infirmiers et les infirmières. Mais moi, j'en ai parlé aux infirmiers et aux infirmières. Et eux,
ils considèrent qu'ils sont maltraités et mal payés. C'est les premiers à vouloir faire autre chose en réalité. Quand on leur dit on va inventer, on va être imaginatif, on va inventer de nouveaux types de contrats pour faire en sorte que vous puissiez travailler à domicile. Alors oui, vous allez perdre le statut très protecteur de la fonction publique hospitalière. Mais on peut vous donner des réassurances, l'État peut vous donner des réassurances pendant quelques années. Pas ad vitam aeterna, pas pendant 20 ans, mais pendant 3 ans. Et puis vous serez un peu mieux payé. Et puis vous aurez un employeur normal qui vous paiera les 35 heures. Parce que l'hôpital, vous savez très bien que l'hôpital n'a pas cet arriéré depuis de nombreuses années. Ils sont très contents. Je vous prends un deuxième secteur assez rigide, l'éducation nationale. Mais l'éducation nationale, mais je ne dis pas pour être bien pensant, mais vous avez des potentialités qui sont absolument extraordinaires. Je vais vous faire part d'une expérience rapide. Je vais vous faire part rapidement d'une expérience plutôt. Pour mon prochain livre, j'ai fait un grand tour d'Europe au printemps et cet été. Et je suis allé voir un peu comment fonctionnaient les systèmes d'éducation nationale. Et il y a un pays qui m'a beaucoup intéressé, dont la France pourrait vraiment s'inspirer. Ce pays, c'est l'Angleterre, qui avait un système d'éducation nationale très proche du nôtre. Je parle de ce qui compte vraiment, hein, c'est-à-dire la maternelle, la primaire, et puis à l'université. Vous savez hein, que alors on a tout un tas d'études cognitives qui montrent que ce qui est très important en matière de formation, là où il faut mettre l'accent, y compris là où il faut mettre le financement, c'est le début et la fin. Hein. Les financements doivent suivre une courbe en U. En France, je ne sais pas pour quelle raison, ils ont une courbe en N. Bon. Mais c'est vrai. Bon, je ne sais pas comment on s'est retrouvé dans cette situation, il suffit de la mettre dans l'autre sens. Donc il faut mettre beaucoup d'argent et beaucoup de moyens en maternelle et en primaire et à l'université. Et le collège et le lycée, c'est fait pour rencontrer les filles, mais c'est pas fait pour travailler. Alors, supprimer le bac, tout ça. Non mais c'est vrai. Non mais bon. Alors, donc le système britannique était très proche du nôtre, très proche du nôtre. Et le gouvernement travailliste à l'époque a dit, écoutez, dans ce système, parce que les Anglais, ils ont plein de défauts, ils sont outranciers, hein, mais ils disent les choses. Alors ça, c'est la qualité britannique. Ils ont un problème. Avec l'Écosse, on vote. Avec l'Union européenne, on vote. Ils disent les choses. Alors, Gordon Brown est allé voir. C'est un gouvernement de gauche, hein, je le dis au passage. Il est allé voir les enseignants. Il a dit dans l'enseignement, il y a des gens formidables et il y a des nuls. Voilà. Il y a les deux, d'accord ? Mais il y a un statut. Comme ça, c'est public, c'est gratuit. Eh bien, ça va rester public et ça va rester gratuit. Personne ne paiera. Les Anglais, sauf ceux qui veulent aller dans le privé, où c'est très cher, bien évidemment. Mais dans le public, ça restera gratuit. En revanche, si vous considérez que vous êtes un bon chef d'établissement, eh bien, je vous donne l'autonomie, ce qu'on a appelé des académies. Vous faites ce que vous voulez, vous avez une liberté totale en matière de recrutement, de gestion des ressources humaines et même de programme. Pas d'examen, les examens restent les mêmes. Il y a des passerelles, d'accord ? Mais vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Alors, beaucoup d'établissements n'ont pas saisi ça, mais un certain nombre ont saisi ça. Et ça a tellement bien fonctionné que les conservateurs menés par David Cameron ont dit, désormais, vous pourrez aussi créer vous-même si vous êtes des chefs d'établissement, des profs, des parents, vous faites un conseil d'administration, moitié enseignants, moitié parents, et vous faites ce qu'on appelle des free schools. Moi, j'en ai visité Manchester, Liverpool, dans les banlieues, avec 90% d'immigration, les femmes voilées de la tête aux pieds, d'accord ? C'est là, latin obligatoire jusqu'à 16 ans. Moi, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, hein. Conseil d'administration, donc vous voyez que des femmes voilées de la tête aux pieds. Latin obligatoire jusqu'à 16 ans, l'allemand obligatoire et tout, parce qu'elle me dit c'est comme ça qu'on forme les esprits, etc. D'accord ? Ah oui, parce que les gens, vous avez remarqué, hein, l'éducation de leurs enfants, ça les intéresse. Et plus vous vous adressez à des gens qui sont humbles et qui n'ont pas reçu une bonne éducation, plus ça les intéresse, parce qu'ils savent que c'est important. Donc vous voyez, vous pouvez faire des réformes. Alors, les Anglais n'avaient pas inventé ça, hein, c'est les Suédois. Les Suédois sont allés beaucoup plus loin. Ils ont dit, Suédois, pays social-démocrate, hein, je le dis au passage, hein, pour pas qu'on me taxe encore de je sais pas quoi. Donc les Suédois, ils ont dit, ça marche tellement bien que du coup, on donne vraiment la totale autonomie aux établissements. Donc voilà, y compris financière, vous faites ce que vous voulez, payer, pas payer, vous débrouillez, etc. Il y a un ADN égalitaire très fort en Suède, hein, il est au moins aussi important qu'en France. Mais ils sont pragmatiques, ils se disent, attendez, nous, ce qui nous importe, c'est pas l'égalité comme ça de façon abstraite, c'est est-ce que ça marche ? Donc vous voyez qu'on peut faire des choses, on peut faire des changements. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on se réconcilie avec l'avenir. C'est ça le sujet. Moi, je suis frappé de voir comme en France, c'est vrai dans d'autres pays européens, mais surtout en France, on a deux soucis. Premier souci, on ne se dit pas les choses. On refoule. On est le pays du refoulement. Il y a des problèmes d'illettrisme chez GAD. L'après-midi, le ministre doit s'excuser à l'Assemblée nationale. On est fous, hein. Là, c'est une folie collective. Il y a 7% de la population française qui a des problèmes d'illettrisme. Dans le cycle schumpeterien que j'ai décrit,
et je vous le dis très sérieusement, quelqu'un qui se fait lourder d'une usine à 35 ans et qui a des problèmes d'illettrisme ne retrouvera pas de job. Ne retrouvera pas de job. Si on n'a pas le droit de poser le problème de l'illettrisme, ça va être difficile à résoudre. Si on n'a pas le droit de prononcer le mot pauvre, ça va être difficile de résoudre le problème de la pauvreté. Donc on a ce premier problème de refoulement. Le deuxième problème, c'est qu'on n'aime pas l'avenir. C'est incroyable. Et pourquoi est-ce que vous achetez un livre qui s'appelle Le suicide français, ce qui déjà, c'est pathologique. Vous n'achetez pas un livre sur votre suicide. Et qui vous dit, ce qui était bien, c'était le Concorde, le TGV et Pompidou. Concorde s'est craché, le TGV s'exporte pas et Pompidou n'est pas disponible. Hein, donc, c'est pas opérationnel. Non mais... D'accord. Donc, c'est quand... Et puis là, c'est plus intéressant. Moi, je m'intéresse plus à l'intelligence artificielle, à la biologie moléculaire. C'est plus intéressant. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça avec... Vous savez, je vous disais tout à l'heure, quand vous avez une entreprise, vous avez du capital, et l'idée, c'est d'utiliser ce capital au mieux. Mais c'est vrai pour un pays. Et d'ailleurs, parce qu'il faut que je m'arrête. Mais je voudrais vous parler d'autre chose. Je voudrais vous parler d'un dernier truc, mais qui va faire le lien avec ce que je viens de vous dire. Je voudrais vous parler de l'Europe. Parce qu'évidemment, en Europe, c'est pour ça que ce mal, il est un peu européen. Il n'est pas que français. Il est allemand aussi. Les Allemands sont très compétitifs, mais les Allemands sont compétitifs dans la sidérurgie et dans l'automobile, pas dans l'intelligence artificielle. Donc c'est un peu le même problème, d'une certaine façon. Les Autrichiens sont massivement contre les OGM, mais bon. Non, je ne veux pas vous dire de bêtises. C'est pour ça. Parce qu'il m'arrive de réfléchir parfois. Vous venez d'en avoir la preuve. Quand vous êtes chinois, c'est facile d'être chinois. Je reviens encore sur mes métaphores médicales. Vous voulez faire un hôpital du futur. Un hôpital du futur, c'est un hôpital avec peu de lits et une très très forte concentration de capital humain, de capital technologique. Il faut beaucoup d'argent pour faire un hôpital du futur. D'accord ? C'est pas un hôpital du futur d'ailleurs, c'est les nouveaux hôpitaux qu'on commence à faire. Quand vous êtes chinois, alors c'est facile, vous faites directement un hôpital du futur. Surtout si vous êtes dans le centre du pays. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de phénomène de dépendance de sentier, il n'y a pas de passé en quelque sorte. Quand vous êtes américain, là c'est un peu plus compliqué. Il faut fermer un ancien hôpital et ouvrir un hôpital du futur. Vous fermez un vieil hôpital, c'est compliqué, il y a des protestations, il y a des grèves et tout ceci me semble parfaitement compréhensible. Mais vous finissez par ouvrir un hôpital du futur. En Europe, c'est plus compliqué. En Europe, vous devez prendre un hôpital du passé et le transformer en hôpital du futur. Et en France, parfois, notamment à Paris, l'hôpital du passé est classé monument historique. Et l'architecte de France, alors lui, il ne s'intéresse pas du tout à tout ce dont on vient de parler. Hein. Voilà. Et c'est une contrainte, et il faut faire avec. Ce que je viens de décrire là, c'est une métaphore de ce qu'on doit faire. On a nos vieilles entreprises, on a nos vieilles valeurs, on a nos salariés. Et donc, on a cette contrainte. Et donc, il faut faire du neuf avec cette rigidité. Mais il faut avoir un discours pour ça. Il faut montrer que c'est pour le mieux. Moi, c'est pour ça que je suis très intéressé par l'économie circulaire. Parce que l'économie circulaire, c'est de la croissance. C'est pas de la décroissance, l'économie circulaire. C'est de la croissance mieux. D'accord ? Il y a deux façons de faire de la croissance, y compris comptablement. Vous faites plein de choses à faible valeur ajoutée, ou vous faites moins de choses à forte valeur ajoutée. C'est bien de la croissance, c'est pas de la décroissance. L'économie circulaire entre dans ce cadre-là. Comme tout ce qui touche à l'environnement. Moi, je ne suis pas climatologue, mais je suis économiste, donc je sais lire des courbes. Et je vois bien qu'on a un problème majeur avec l'environnement. Et je sais très bien que le coût des problèmes environnementaux est bien plus élevé que le coût de ce qui est nécessaire pour essayer de les éviter. Donc là aussi, on est un peu pris de folie ou de myopie collective. Et donc, il faut montrer que ce nouveau cycle, toute cette innovation, c'est pour le mieux, c'est pour faire mieux, et c'est possible, et c'est comme ça que beaucoup de pays le vivent. Mais ça peut être justement notre ADN, à nous, Européens. Alors évidemment, on a des valeurs, évidemment, mais ce n'est pas forcément une contrainte. Je vous prends un exemple extrêmement précis, qui va beaucoup vous choquer, l'eugénisme. Aujourd'hui, on peut décoder le génome d'un embryon sur une simple prise de sang, et puis on sait si le futur enfant, la trisomie, ça existe depuis bien longtemps, mais on sait s'il aura la mucoviscidose, par exemple. La mucoviscidose, c'est plus grave que la trisomie, d'accord ? Et donc, évidemment, ce phénomène de sélection des embryons va se développer. Alors, vous parlez de l'eugénisme aux Chinois, ils vous disent c'est génial, non, on va éliminer des maladies. Je trouve ça super. Les Américains vous disent c'est génial, ça va faire du business, c'est vachement bien. Alors les Européens vous disent c'est le nazisme. Et je comprends, parce que l'eugénisme, ça a été le nazisme. Ça a été le nazisme. Et donc je comprends très bien ça. Donc la question, c'est pas de ne pas pratiquer l'eugénisme, puisque nous allons le pratiquer.
de la même façon, mesdames, messieurs, j'en suis désolé pour certains d'entre vous, et je comprends très bien que vous soyez contre. Ne le prenez pas du tout, je comprends très bien qu'on soit contre la GPA. Je comprends très bien, mais nous aurons la GPA. Comme nous aurons l'eugénisme. La question, c'est de le faire, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression n'est pas belle, mais à l'européenne. À l'européenne. Avec nos régulations. Et ça, on peut être très très fort là-dedans, on peut être les meilleurs. On peut être les meilleurs parce qu'on peut être vraiment le continent qui trouve ce bon équilibre. Mais ça commence par vous, ça commence par ce discours dans les entreprises. Il faut vraiment que vous... Si vous ne le faites pas, personne ne va le faire. Vous avez remarqué que ce n'est pas le gouvernement qui va le faire. Donc, c'est à vous, véritablement, de montrer l'avenir. Et ça, c'est très européen. Vous savez ce que ça veut dire, Europe? Vous connaissez. Europe, c'est pas le mythe le plus connu. Hein. Europe, et là je termine vraiment par là, Europe, c'est une déesse qui habitait au Liban, qui est née au Liban, voilà, et puis elle a été enlevée par Zeus, qui avait pris les traits d'un taureau blanc immaculé, qui l'a emmené très très loin. Alors l'histoire dit qu'il lui a fait des enfants, elle avait dit ce qu'il a violé, hein, mais non, c'est bon. C'est la mythologie. Et l'Europe, c'est ça, Europe, le terme Europe, ça veut dire loin et large. Loin et large. Et je pense que si nous, véritablement, nous arrivons à voir loin et à voir large, mais je crois vraiment que l'avenir est à nous. Voilà, j'ai terminé.